On va accueillir Charlotte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Charlotte, Charlotte de Silguy est la vice-présidente du club de Budapest. Peut-être que le meilleur moyen de présenter Charlotte, c'est parmi ceux qui connaissent Charlotte, qui se souvient de son pseudo ou son adresse email? Chinoise rousse. Chinoise rousse, ben voilà, hein, tout est dit, elle paraît rousse. Je crois qu'elle est un petit peu chinoise. Charlotte est diplômée de Lanzhou, elle est praticienne de médecine chinoise, elle a vécu en Chine, à Taïwan, en Chine continentale. Elle est passionnée par tous ces sujets et par les sujets qu'elle va aborder maintenant, qui est la médecine. Comment l'Orient et l'Occident peuvent nous permettre d'avancer aussi dans notre approche de la médecine. Charlotte, merci. Alors je vous dirais en préambule que quand j'étais toute petite, ou plutôt depuis que je suis toute petite, je voulais être médecin. Mais pas n'importe quel médecin, je voulais très précisément être neuropsychiatre, depuis que j'ai 6 ou 7 ans. En fait, ce qui me passionnait, c'était le fonctionnement du cerveau et ses interactions sur le corps. Quelle partie du cerveau, j'appelle ça les boyaux de la tête, quelle partie du cerveau agit sur quelle partie du corps qui nous rend malade, qui nous fait agir, etc. Et aussi, d'un point de vue plus psychosomatique, en quoi nos émotions interagissent sur le corps. J'étais tellement passionnée de biologie que j'étais première de ma classe en sciences nat. Mais j'avais un vrai problème, c'est que je recevais très souvent des gifles des professeurs parce que je m'évanouissais. Dès qu'il y avait un œil de bœuf, un morceau de sang, un rat qu'il fallait décérébrer, etc. Ce qui fait qu'au moment où j'ai voulu faire médecine, j'ai pris conscience que c'était strictement impossible pour moi de faire ça. Et je suis tombée malade, intéressant comme psychosomatisation. Et quand j'étais malade, j'ai eu peut-être une douzaine de synchronicités en 2 semaines, toutes concernaient la Chine. Et quand je suis revenue au lycée, il y avait la Chine au programme, et je me suis dit, je ferai ça, mis par intuition, que la Chine aurait un rôle important dans les années à venir, et que j'ai eu cette subite passion sur la Chine. Voilà, j'ai décidé de faire Lanzhou, et puis je suis partie travailler en Chine. Et en m'intéressant à la Chine, je me suis bien sûr intéressée au taoïsme. Et pour moi, c'était la clé et c'était une merveilleuse façon d'aborder le corps humain, puisque l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise que j'ai abordée pendant mes études en tant qu'histoire, pas en tant que pratique, montrait bien que l'acupuncture et la médecine chinoise étaient une application directe du Tao. Voilà l'origine de mon intérêt sur la Chine. Mais j'y suis revenue puisque je me suis intéressée à la médecine chinoise et pour moi, la médecine chinoise correspond beaucoup plus à mes attentes de petite fille que la médecine classique actuelle. Donc, le monde est parfait, y compris les accidents de la vie, on l'a dit un peu ce matin. En guise de prologue pour aborder alors là, c'est le préambule, maintenant je fais un petit prologue. Je vais être très frustrée dans mon intervention, c'est que la médecine chinoise est tellement riche, je vais être obligée de l'aborder d'une façon très schématique et très succincte. Donc, pardon d'avance. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine université intégrale sur la santé. Après la préambule et le prologue, voici l'introduction. Juste pour vous dire que par la linguistique, et Dieu sait si la Chine a une linguistique très différente de la nôtre, on en apprend beaucoup sur une façon de penser. Et je vais vous poser quelques petites devinettes, très simples. Voilà. Ce sont des caractères chinois. Celui-ci, c'est Li, qui veut dire être debout. Ensuite, vous avez Je, le soleil, et Sin, le cœur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on rassemble les trois? À votre avis, que veut dire ce caractère? Alors, vous vous souvenez, il y avait debout, soleil et le cœur. C'est Yi. C'est qui? C'est Yi. Et Yi, c'est ce qui émane du cœur quand on est debout face au soleil, c'est-à-dire en posture solennelle. Alors, maintenant vous y voyez plus clair. Qu'est-ce que veut dire Yi? Qu'est-ce qui émane du cœur quand on est debout en posture solennelle? C'est la pensée, le sens,
Et les autres sens sont aussi l'intérêt et l'âme. Ce caractère-là aussi, c'est le son yin. Les deux premiers. Donc c'est le son qui sort du cœur. C'est le sens de la vie. Qu'est-ce que... Alors, je poursuis. Ça, vous voyez tout de suite ce que c'est, mais vous n'avez pas la même manière d'aborder la chose. On a décortiqué les lettres, un P, un E, un N, un S, et deux E, et on a la pensée. Ce petit exercice pour montrer que une des différences fondamentales de l'approche asiatique, chinoise et occidentale, c'est qu'en Chine, on a une approche analytique, analogique et globale, et en Occident, on a une approche plutôt analytique et fragmentaire. Et on retrouve tout à fait cette atmosphère-là dans l'approche de la médecine. Donc je vais commencer par le côté occidental, où il ne vous aura pas échappé qu'on a une approche plutôt fragmentaire de la santé, qui est ciblée sur la pathologie. On soigne un problème, on soigne le symptôme en fait, et c'est illustré ça par le fait qu'on a des... je pose ça pour l'instant parce que je ne vais pas avoir besoin. Ce qui illustre ça parfaitement, je trouve, c'est qu'on a un spécialiste pour chaque partie du corps. Vous avez un spécialiste de l'oreille, un spécialiste de l'œil, un spécialiste de l'estomac, un spécialiste du foie, etc. Ce qui est assez intéressant, pour une part, mais on le verra tout à l'heure, ça a un certain nombre d'inconvénients. Parmi les avantages de la médecine occidentale, c'est qu'on va soigner peut-être plus vite le problème. Et notamment, si vous avez une urgence, si vous avez un accident, on va pouvoir le soigner directement sans attendre. Alors si vous avez une fracture ouverte, avec la médecine chinoise, ça ne va pas suffire. J'entends l'acupuncture ou la pharmacopée, il va bien falloir à un moment donné résoudre la fracture. Donc c'est assez intéressant. Ceci dit, parfois il y a des façons un petit peu trop radicales d'aborder les choses. Si on décode un problème, et j'ai une amie qui m'a raconté ça, un client, un patient, qui m'a raconté qu'il avait un problème de transpiration excessive au niveau du bras, qui était problématique par rapport à son métier. Et la médecine classique occidentale n'a rien trouvé de mieux que de lui enlever les nerfs parasympathiques, puisque c'était eux qui étaient à l'origine, en fait, de cette sudation excessive. Alors qu'on peut très bien imaginer que cette sudation excessive est liée à un émotionnel très fort sur lequel on pouvait agir autrement que par une méthode très radicale. Donc, très globalement, l'avantage de la médecine occidentale, c'est la curation rapide quand il y a besoin. Il y a un certain nombre d'inconvénients que j'ai relevés, notamment le fait que le problème risque de revenir plus tard, puisqu'on a soigné le symptôme et pas forcément la cause du problème. Et donc, il peut y avoir des conséquences autres qui se manifestent après qu'on ait enlevé le symptôme. Deuxième inconvénient, c'est que le soin, notamment s'il est chimique, et Dieu sait si notre médecine aujourd'hui est chimique, peut avoir des effets secondaires négatifs sur le corps. J'enfonce des portes ouvertes, hein, certainement, vous êtes sûrement conscient de ça. Autre aspect qui est aussi un peu embêtant, je trouve, pour ne pas dire le nœud du problème, c'est que la médecine occidentale ne prend pas assez en compte l'émotionnel, voire le spirituel. Et si vous avez des maux d'estomac, ou comme cette femme qui avait cette transpiration excessive, la médecine occidentale ne va pas avoir tendance à prendre en compte ce phénomène émotionnel. Ou alors, il y a les psys pour ça, mais on sépare bien les deux. Encore une fois, chacun sa spécialité. Un des inconvénients aussi notoires que je vois, qui pour moi est vraiment très important, c'est la déresponsabilisation de notre système. J'ai un problème A, j'ai la pilule bleue qui va avec. Et je ne prends pas le temps de réfléchir au pourquoi j'ai cette maladie. Et c'est ce qui va avec, et qui pour moi est aussi assez embêtant, c'est que
on considère la maladie comme une ennemie à combattre et pas comme un indice que quelque chose est déréglé dont je dois me préoccuper. Il y a vraiment ce caractère de rapport de force, la maladie, on n'en veut pas, c'est quelque chose qu'il faut absolument éliminer. Et on le verra, c'est un petit peu différent avec la médecine chinoise. Alors, j'en viens rapidement à la bord chinoise, qui est une approche holistique. En fait, on considère l'homme dans son ensemble, et l'acupuncteur, notamment, va rechercher avant tout la cause du problème. C'est-à-dire, si j'ai mal à l'œil, je ne vais pas forcément aller soigner l'œil, mais je vais aller comprendre quelle est la cause qui me donne ce problème à l'œil. Et en l'occurrence, par exemple, ça peut être un déséquilibre énergétique au niveau du foie. Une des histoires que je raconte quand je parle de la médecine chinoise, c'est le symbole de l'inondation. Si vous avez une inondation chez vous, la première chose à faire, évidemment, c'est d'aller éponger. Ça, c'est la médecine occidentale. Je soigne le symptôme. Mais la médecine chinoise, elle, va chercher à comprendre d'où vient l'inondation, systématiquement. Peut-être même presque avant de soigner la cause. Ce qui est, donc justement, ça fait partie de l'approche complémentaire. Peut-être j'ai un tuyau qui est cassé, peut-être j'ai un robinet qui est mal fermé. Et elle peut même aller au-delà. Comment se fait-il que mon robinet soit mal fermé? Est-ce que je suis dans un état de distraction? Quelqu'un, je vais également aller soigner ça. Ce qui est aussi intéressant, en regard des effets secondaires négatifs de la médecine occidentale, c'est que les effets secondaires de la médecine chinoise sont positifs. Je me souviens d'un patient qui était venu me voir pour un problème de dents. Et donc, en bonne praticienne chinoise, je cherche à comprendre d'où vient ce problème de dents, qui n'était pas forcément lié à la dent, ni même forcément à son alimentation. La dent est reliée au rein dans le référentiel chinois. Et donc, j'ai vu qu'effectivement, il y avait un déséquilibre énergétique au niveau du rein. Et je me suis mis à soigner ça d'une façon vraiment, vraiment importante. Et puis le patient est revenu 3 semaines plus tard. Il m'a dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous m'avez fait, mais je reviens parce que c'était formidable. Non seulement j'ai plus mal aux dents, mais en plus de ça, mes cheveux ont arrêté de tomber. Et j'avais des petits soucis au niveau de ma libido, on va dire. Et c'est revenu d'une manière vraiment très intensive et très agréable. Parce que, comme c'est une médecine holistique et systémique, à chaque organe est relié d'autres organes, d'autres fonctions du corps. Et on le verra tout à l'heure si on a le temps, un certain nombre d'autres entités, des planètes, des moments de la journée, des sentiments particuliers. Ce qui fait que quand on vient pour un symptôme, qui n'est qu'un symptôme, et qu'on cherche à soigner la cause, et bien, tout un tas d'autres symptômes peuvent disparaître, ce qui est quand même assez intéressant, et il n'y a pas d'effet secondaire négatif. Donc, l'avantage essentiel de la médecine chinoise, vu sous cet angle-là, c'est qu'en ayant cette approche holistique et globale, on répare l'ensemble des problématiques liées au déséquilibre initial. L'inconvénient, c'est que eh bien, la guérison peut apparaître un petit peu plus lente, puisqu'on fait un travail de fond sur la cause, et que les symptômes ont mis parfois du temps à arriver. Pour résorber la cause, ça peut mettre un peu plus de temps. D'où la complémentarité des deux, et d'agir quand même sur le symptôme, et d'agir à la fois sur la cause. Mais le fait que ce soit une médecine qui veut mettre un petit peu plus de temps parfois à guérir, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a aussi vu des choses un peu spectaculaires, quelquefois dans l'heure. Hein. J'ai un patient qui est venu un jour, qui avait un problème mécanique à la main, qui n'arrivait plus à bouger. Je lui ai mis une aiguille, et au moment où j'ai mis l'aiguille, il m'a dit c'est bon, j'ai plus mal, et ça faisait 3 mois qu'elle avait la main bloquée, et elle est sortie du cabinet, vraiment, tout allait bien, quoi. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas un effet placebo, quand même, à ce moment-là, une puissance de la pensée, mais c'est autre chose. Là où je voulais en venir, c'est que même si l'effet peut être plus lent, la guérison peut être plus lente, il ne faut pas oublier que la médecine traditionnelle chinoise est par définition une médecine d'anticipation. C'est-à-dire qu'on part du principe
qu'au départ, le déséquilibre énergétique, il n'est pas ancré dans la matière, il est juste présent à un niveau vibratoire. Et que dans la tradition chinoise, on va voir son acupuncteur régulièrement, idéalement une fois par changement de saison. Et c'est de cette façon-là qu'on ne tombera pas malade. Et c'est que si jamais on ne va pas avoir un médecin traditionnel, et que le déséquilibre énergétique est accentué, à ce moment-là, ça s'incarne dans la matière et à ce moment-là apparaît le symptôme. Et donc il est plus intéressant d'aller résoudre le déséquilibre quand il n'est pas encore matérialisé dans la chair. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, même carrément moins vrai, on payait son médecin pour rester en bonne santé, partant du principe qu'on vit dans un environnement qui est très déstabilisant, qui est en changement permanent, où il y a des agressions extérieures liées aux saisons, liées aux individus, et donc le corps il est en adaptation en permanence. Et donc, le médecin, en Chine, n'a pas du tout intérêt à ce que vous tombiez malade. Parce qu'à ce moment-là, on arrête de payer, si vous me voyez venir. Parce qu'en Occident, le système est ainsi fait que le système a intérêt à ce que vous tombiez malade. Alors, peut-être qu'il y a une part qui est machiavélique, peut-être qu'il y a une part qui est juste de l'ignorance, parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux se sont devenus des business units, les laboratoires pharmaceutiques ont intérêt à vous vendre des médicaments, donc le système est fait, pas pour que vous tombiez malade, mais en tout cas, il a quelque chose d'un petit peu, comment dire, pervers. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un aspect important que je voulais vous dire. Alors, je commence doucement ma conclusion en synthèse. Très schématiquement, hein, évidemment, je pense que c'est un peu frustrant, mais donc récapitulation de ce que je viens de dire. La médecine occidentale est une médecine fragmentaire, la médecine orientale est une médecine holistique, elle est une médecine d'anticipation, alors que la médecine orientale est une médecine plutôt de réparation. Pardon? Bon, j'ai fourché, c'est pas grave. Donc on voit bien les complémentarités. Ce qui est important de dire en conclusion, c'est que dans la médecine occidentale aujourd'hui, qui a fait énormément de progrès et qui est une médecine absolument magnifique sur énormément de plans, il y a quand même quelque chose de très important qui n'est pas pris en compte, c'est le flux d'énergie vitale, le fameux chi qu'on a évoqué tout à l'heure. Et au-delà de ça, l'émotionnel, et même le spirituel. On a détaché l'homme de son fondement de vie, finalement, puisque c'est vraiment le chi qui nous anime. Et ce chi est complètement annihilé, occulté dans la médecine occidentale. Et je pense que quand elle prendra en compte cet aspect invisible des choses, c'est vrai que c'est difficile dans notre culture d'accorder foi en quelque chose qui est invisible, mais quand on prendra ça en compte, je pense que beaucoup de choses pourront se transformer. Un petit clin d'œil aussi, je voulais vous dire à propos de l'émotionnel, justement c'est pour évoquer le yi qu'on a vu tout à l'heure. Il y a parfois des jeux de mots très intéressants entre la médecine chinoise et la médecine occidentale. Par exemple, la rate. La rate est associée à l'élément terre et est associée au yi, à l'entité psychique yi qu'on a vu tout à l'heure, la pensée. Et un déséquilibre au niveau de la rate pancréas, hein, c'est les deux en même temps, entraîne quoi à votre avis? Qu'est-ce qui se passe quand on a un déséquilibre au niveau de la rate, sachant que l'émotion associée à la rate est la pensée? La pensée, manque de clarté dans la pensée. Oui. Déconcentration. Déprime, oui. Rumination. Oui. Exactement. Pensée obsessionnelle, c'est-à-dire se mettre la rate au courbouillon. Voilà, Apparition de rats autour de soi.
Ah oui, je voulais aussi aborder un autre aspect, c'est que dans notre médecine occidentale, on ne prend pas assez en compte que le corps est une machine incroyablement formidable qui s'adapte toute seule. C'est une machine géniale, vous l'avez bien vu, vous avez une blessure, ça guérit tout seul. À l'intérieur, c'est pareil. Dans nos médecines occidentales, on a de la fièvre, ou on casse la fièvre, parce que la fièvre, c'est pas un état normal, alors que la fièvre fait partie de la guérison. Et la fièvre fait partie du processus de guérison. Donc casser la fièvre, c'est un outrage, forcément, parce que ça empêche la guérison automatique du corps. Ça, c'est l'homme, entre ciel et terre. La flèche rouge, c'est le yang qui descend du ciel. La flèche yin, la flèche bleue, c'est le yin qui monte des énergies de la terre. L'homme, entre ciel et terre, ces énergies plutôt pénètrent dans l'homme, et c'est ça qui fait les méridiens. Vous avez les méridiens yin qui montent des pieds et qui vont jusqu'au bout des bras. L'homme, il est censé être comme ça, hein. C'est le schéma classique de l'homme dans le Tao. Et les énergies yang, elles arrivent par les bouts des doigts, et elles descendent par les méridiens. Et l'homme est fait pour transmuter les énergies yang du ciel et les énergies yin de la terre. C'est son rôle. Et ces énergies se retrouvent dans les méridiens. Et quand la maladie survient, c'est qu'il y a un petit blocage dans les méridiens. J'ai trouvé ce tableau était très joli, donc je voulais vous le montrer. Et ce qui est important pour moi à vous dire en guise de conclusion, c'est que dans la médecine occidentale, dans la médecine chinoise, étant donné qu'on a une approche holistique de l'homme dans son environnement, l'homme devant être en équilibre avec son environnement, il est super important de tenir compte de cet environnement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de ne pas le polluer, essentiellement. C'est-à-dire prendre soin de soi au quotidien, c'est-à-dire accorder une juste importance à soi, ne pas annihiler son corps, ne pas s'oublier. Ça ne veut pas dire être narcissique, ça veut dire être dans l'instant présent, ça veut dire prendre soin simplement de soi, s'aimer, simplement. Et donc le fait d'avoir cet abord, cette approche-là de la médecine holistique, indirectement, et c'est ça qui est très positif, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'on va être beaucoup plus en synergie et en symbiose avec son environnement. Donc, on aura forcément tendance à moins polluer et à faire moins d'imbécilité et moins de choses ubuesques sur la planète. Autrement dit, avoir une approche holistique de la santé, c'est avoir une approche holistique du monde, respecter son environnement et être moins malade. Voilà. Attendez, je n'ai pas tout fini. Je voulais vous garder une petite surprise pour la fin. Une dernière devinette philosophique, parce que j'aime beaucoup celle-ci aussi. Alors, à gauche, c'est ce qu'on appelle la clé de la marche. C'est symboliquement, initialement, vous savez, l'écriture chinoise vient des Dazobao, qui sont l'écriture sur les carapaces d'Abatsu. Comment on dit? Les écritures. Les Tiagouen, pardon, voilà, j'ai oublié le mot. Qui sont donc des divinations sur les carapaces de tortue. Et on trouve donc cette clé qui est un pas vers la gauche, c'est-à-dire symboliquement, comme on est toujours face au sud, donc un pas vers l'est, là où le soleil se lève. C'est-à-dire c'est la marche rituelle, et aujourd'hui, donc, marcher. Et à droite, c'est la stylisation d'une chevelure flottante d'un être spirituel, d'un guérisseur, d'où le chef et la tête. Chaud. Maintenant, l'association des deux, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? C'est quoi ce caractère? Marcher les cheveux. Marcher sur la tête. Le sage qui marche, on n'est pas loin. Marcher les cheveux au vent. Les pieds au vent. C'est le Tao. Littéralement, c'est la marche du chaman, ou un personnage qui est en rapport avec le monde invisible. C'est-à-dire c'est celui qui mène le mouvement dans le groupe, d'où l'essentiel du mouvement, ou comme dit Lao Tzu, l'union avec le mouvement universel par-delà les apparences de finitude
dont nous illusionnent nos sens. C'est le Tao ou la voie. Aujourd'hui, d'une façon un peu plus triviale, quand vous allez en Chine, c'est un numéro de rue, quoi. Je vais boulevard ou impasse, machin, c'est juste le numéro de rue. Voilà. Merci Charlotte.